Il y a certains endroits où on sort un petit peu de la jungle et on se retrouve sur une petite prairie, mais ça dure pas très longtemps. On marche sur des branches, on marche sur des racines. Le sentier, c'est pas de la terre, hein, on est sur une petite couche. Alors c'est super confortable, mais par contre, il faut faire attention où on met les pieds parce on peut se prendre une racine, on peut tomber. Moi, ça m'est arrivé de trébucher 2-3 fois. Faut vraiment être concentré. Et du coup, ça c'est très énergivore. Et en plus de ça, il fait chaud, il y a pas d'air parce que forcément, on est dans la forêt. C'est assez particulier. Ça peut être très anxiogène pour les gens qui sont pas habitués. En plus, avant la course, on nous avait dit que ils avaient aperçu ou entendu des tigres quelques jours avant. Ça met dans l'ambiance. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Valentin Orange. Valentin a découvert la course à pied alors qu'il partait s'installer en Corée du Sud il y a 10 ans. Après une première expérience en compétition sur route, il y découvre ensuite les nombreux charmes du trail et connaît des résultats très encourageants sur les sentiers de l'Asie du Sud-Est pendant les 8 années qu'il passera au Vietnam. Valentin est également photographe et vidéaste. Il a récemment signé le film Contre la montre, consacré au tort des glaciers de Perrine Fage, que vous avez pu découvrir dans notre épisode 140. Valentin partage avec nous aujourd'hui son Namazean by UTMB, une course perdue au cœur de la Thaïlande qui l'a amené à évoluer dans une jungle parfois hostile et dans des conditions de chaleur et d'humidité extrêmes. Alors préparez votre serviette, votre bouteille d'eau et votre machette et embarquez avec nous dans cet épisode ô combien exotique et dépaysant. Mais je ne vous en dis pas plus. Valentin va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique. Welcome to the jungle. Salut Valentin, bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. Salut Guillaume. Je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui. Comment ça va sur une échelle de 1 à 10 ? T'as le droit décimal. Ça va super bien, je dirais bon 8 sur 10. Pas mal. Voilà, je viens de m'installer à Annecy après 8 ans à l'étranger et du coup, il y a eu un peu de neige hier, mais ouais, c'est super. Là. Pour l'instant, je suis super content. T'as posé les cartons de façon définitive ou t'es encore un peu en Pas encore, exploration ? non, pas encore. Là, on sous-loue un appartement avec ma compagne et on cherche un appart dans la région d'Annecy, mais voilà, on n'est pas trop mal ici. C'est l'instant petites annonces. Si vous avez un T2 à proposer à Valentin, signalez-vous à Course Épique. Valentin, on enregistre cet épisode le 28 mars. Il y a 19 ans jour pour jour. La première vidéo était mise en ligne sur YouTube et marquait ainsi les débuts de ce qui deviendra la plus grande plateforme de partage vidéo au monde. C'était bien placé pour le savoir. Cette première vidéo s'intitulait Me at the Zoo, donc moi au zoo. Elle a été mise en ligne par Jawed Karim, l'un des cofondateurs de YouTube. La vidéo qui durait 18 secondes montre Karim au zoo de San Diego devant des éléphants et il commente à quel point leurs trompes sont longues et elles sont cool. Voilà, une vidéo qui a marqué l'histoire d'une certaine façon. Je ne sais pas si c'est pour la vidéo en elle-même, mais en tout cas pour ce qu'elle représente et ce qu'elle a déclenché ensuite. Petite question évidemment d'entrée de jeu dans le podcast, si tu me connais un peu taquin. Combien d'heures de vidéos YouTube sont visionnées chaque seconde dans le monde de nos jours ? T'as une idée ? Combien de secondes ? Combien de... Beaucoup, je pense beaucoup. À plusieurs milliers près, à 10 000 près. À Vas-y. 10 000 près, donc c'est en milliers. Par seconde dans le monde, je sais pas, je dirais 100 000. Ah, t'es pas loin, 80 000, franchement c'est beau. Ah. Ouais, 80 000. C'était vraiment au hasard. Et 500 heures de vidéos qui sont uploadées chaque seconde aussi. Non, chaque minute, pardon. Ok. C'est aussi assez spectaculaire. Valentin, on va parler de quelque chose de bigrement plus intéressant, à savoir toi. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? La contrainte que tu connais, puisque tu es un auditeur régulier du podcast, de ce que j'ai compris, tu ne peux pas parler de sport. Qu'est-ce qu'on doit savoir de toi, Valentin, sans que tu ne parles de sport à ce stade ? Alors, je m'appelle Valentin Orange, je suis originaire de Normandie, donc dans un petit village à côté de Cherbourg. Donc je suis né et j'ai grandi à côté de la mer. Je suis vidéaste et photographe professionnel, donc je suis à mon compte depuis 7-8 ans. Et donc je suis parti après mes études à l'étranger, donc d'abord en Corée du Sud en 2014 pour 1 an, pour apprendre l'anglais. C'est pas forcément la destination typique pour apprendre l'anglais, mais voilà, j'ai appris l'anglais là-bas. Et puis après je suis parti au Vietnam et j'ai posé mes valises au Vietnam. En fait, j'y suis resté
grosso modo 8 ans en faisant des allers-retours avec la France, mais voilà, et puis c'est là-bas que j'ai appris la photo et la vidéo. Et donc voilà, et là je suis rentré fraîchement en France pour m'installer dans les montagnes parce que je préfère les montagnes, enfin voilà, j'aime bien la mer, mais je préfère les montagnes de par ma pratique. J'ai pas dit le mot. Tu vas être. Ouais, non, franchement, ouais. Nickel, tu as respecté la consigne à la lettre. Maintenant, j'ouvre les vannes. Tu peux parler de sport. Il était déjà très présent dans tes jeunes années, donc la course à pied de façon plus ou moins directe, mais elle avait déjà quand même une petite place. Mais tu privilégiais d'autres sports collectifs pour certains, puis individuels pour d'autres. Ouais, alors du coup, moi j'ai toujours fait du sport. Enfin voilà, j'ai commencé. Il me semble que j'ai commencé le tennis à l'âge de 6 ans. Ensuite, j'ai fait de la lutte parce que ma mère m'avait dit, ce serait bien que tu fasses un sport de combat. Je sais pas pourquoi elle m'avait dit ça. Je lui ai rappelé d'ailleurs récemment. Elle s'en rappelait pas. Donc j'ai fait de la lutte, c'était catastrophique. Ensuite, j'ai fait de la natation pour apprendre à nager. Puis j'ai commencé le foot, comme tous les enfants qui sont nés un petit peu avant 98. J'ai commencé le foot à la fin des années 90. Et puis je suis tombé dans la marmite et j'ai pratiqué pendant 16-17 ans jusqu'à mon départ à l'étranger en fait. J'ai aussi pratiqué le tennis de table. Et puis, comme beaucoup, j'ai raccroché les crampons un peu tôt, mais sans aucun regret, puisque j'ai découvert la course à pied. Il me semble que voilà, la première fois que j'ai vraiment fait un footing, ça devait être en 2013 ou 2014. Et puis depuis, je me suis jamais arrêté de courir. Tu nous as parlé là, tout à l'heure de ton départ en Asie dans le cadre d'un PVT. C'était en 2014, tu avais suivi un ami pour l'occasion. C'est là où on peut dire que tu choses véritablement pour la première fois les baskets. Tout à fait, ouais. En fait, je me souviens, à la veille du départ, je me suis dit, il faut absolument que je m'achète une paire de chaussures pour courir, parce que j'avais que des chaussures de sport, mais pas forcément pour courir. Et donc, je me suis acheté ma première paire de running, et puis en fait, c'est le sport le plus pratique, le plus facile à pratiquer quand on est à l'étranger, quand on n'est pas chez soi. En plus, ça permet aussi de découvrir la ville, les alentours, enfin, faire du tourisme. Et donc, voilà, j'ai commencé à courir à coup de 30 minutes tous les 2-3 jours. Et puis progressivement, j'ai augmenté les distances. Mais voilà, la première année, on va dire que c'était vraiment très récréatif et puis c'était aussi pour me dépenser. Il y avait déjà cette notion de plaisir ou c'était quand même plutôt de l'entretien, puis pour avoir un niveau de forme minimal? En fait, j'ai toujours aimé courir, même quand je faisais du foot. D'ailleurs, c'est souvent les footeux, ils se moquent un peu des gens qui courent autour de la piste ou qui vont faire un footing parce qu'on dit toujours enfin, courir juste pour courir, c'est ennuyant. Et puis moi, en fait, j'aimais bien, en fait, entre les saisons, j'allais souvent faire des footings quand il faisait beau. Donc c'était pas vraiment une contrainte, et puis voilà, ça me permettait de me balader, mais voilà, je voyais toujours ça comme un plaisir. Quel intérêt tu as développé ensuite là, pour la compétition? À quel moment tu as commencé à considérer cet aspect-là, puisque tu as, voilà, ta pratique est développée, tu as commencé à courir de plus en plus régulièrement, de plus en plus longtemps. À quel moment tu as envisagé pour la première fois un dossard? Mais en fait, quand je suis arrivé au Vietnam, j'ai vu passer, alors je sais plus si c'était sur une pub sur les réseaux sociaux, en tout cas j'ai vu qu'il y avait le semi-marathon de Hanoï. Et au fond de moi, depuis un petit moment, je savais que enfin j'avais envie de me faire de la compétition, je m'étais jamais vraiment trop intéressé, mais je m'étais toujours dit, oh, ce serait cool de faire une course. Et puis du coup, je me suis inscrit sur ce semi-marathon, donc c'était en décembre 2015. Je me souviens encore avoir envoyé des messages à mes amis en leur demandant des temps références. Je leur avais dit, voilà, c'est quoi un bon temps? Je me souviens que j'avais un pote qui m'avait dit, 1h45, c'est déjà bien pour un premier. Et puis finalement, j'ai mis 1h31, je crois. Super content. Je me souviens avoir eu des courbatures pendant 3-4 jours après. Mais voilà, super C'était une expérience. surprise pour toi? Ouais, très belle surprise. J'ai pris du plaisir malgré le peu d'entraînement et puis la souffrance, hein, parce que franchement, un semi-marathon, la première fois qu'on en fait un, c'est dur. Et puis en fait, voilà, progressivement, voilà, j'ai pris de plus en plus de plaisir. Qu'est-ce que ça t'a révélé, là, cette compétition et le premier dossard? Est-ce que tu as vu cette discipline vraiment différemment? Ouais, en fait, j'ai aimé le fait de courir avec des gens, le fait de courir vite, parce que semi-marathon, ça veut aussi dire battre un record. Et pour la petite histoire, voilà, j'avais pas d'expérience. Je me souviens, je courais avec un short de foot. Il nous avait donné un t-shirt avant la course, et moi, je pensais même que c'était obligatoire de courir avec ce t-shirt-là, donc j'avais couru avec. Puis voilà, en fait, c'était vraiment tout nouveau pour moi. Je découvrais vraiment le monde de la course à pied.
On n'en a pas parlé précédemment, là, mais dans le cadre de tes pratiques d'autres sports plus jeunes, et puis suite à cette expérience-là sur ce semi-marathon, est-ce que ça a nourri un instinct de compétition? Est-ce que tu l'avais déjà en toi? Moi, j'ai toujours eu un esprit de compétition positif. En fait, quand je faisais du foot, voilà, on avait forcément il y a les matchs, il y a toujours cet esprit de collectif, mais aussi de compétition. Et moi, j'ai toujours eu ça en moi. J'étais pas un très grand footballeur, mais j'aimais bien gagner. Forcément, on nous inculque ça dès le plus jeune âge. Et en fait, c'est aussi pour ça que j'ai vite mis des dossards parce que j'avais envie aussi de me confronter aux autres. M'entraîner pour m'entraîner, j'adore m'entraîner, mais j'aime bien aussi me mesurer aux autres, et ça, c'est quelque chose qui me sert dans ma pratique. Donc là, le sujet, c'était pas tant par rapport à toi, c'était vraiment aussi une forme de compétition par rapport à l'autre et performer et se jauger. Ouais, alors moi j'adore la compète, j'adore progresser, en fait, c'est ce qui m'aide à progresser. Le fait de se comparer aux autres, c'est pas forcément. Je veux pas dire que je me compare avec les autres coureurs, mais par contre, ça permet de jauger ma progression, ça permet de jauger mon entraînement, et c'est quelque chose de sain, en fait. Je vois pas ça comme quelque chose de négatif, mais j'aime bien la compétition. Cette course, elle a été le point de départ de ton expérience sur route avec un dossard, mais elle a aussi révélé tout un autre monde dans la course à pied ce jour-là, puisque je crois qu'on t'a remis un flyer sur lequel je sais pas si c'était la première fois où tu entendais parler de trail, mais en tout cas, ces mots-là étaient posés sur ce flyer, et ça fait germer une idée en toi. Ben oui, en fait, c'est certainement la première fois que j'entendais parler de trail, parce que je n'ai pas le souvenir avant d'avoir eu écho de cette pratique. Et donc, en fait, à cette course, on nous avait remis le fameux t-shirt que je pensais qui était obligatoire, mais aussi un petit flyer d'une course qui avait lieu 7 ou 8 mois après, qui s'appelait Vietnam Mountain Marathon. Donc, c'est devenu maintenant la plus grosse course. C'est la première course en fait de trail au Vietnam, et maintenant c'est vraiment la plus grande en termes de participants et en termes de compétition. Et donc il y avait ce flyer là, et j'avais vu qu'il y avait un 100 km. C'était d'ailleurs première fois qu'il y avait un 100 km au Vietnam. Et puis je m'étais dit, j'avais pas du tout imaginé faire le 100 km, hein, et j'ai pas fait le 100 km. Mais il y avait d'autres distances, il y avait un 70, un 42, un 21, et je me dis bah pourquoi pas, j'avais bien aimé cette distance-là, 21, donc ça va me laisser un peu de temps de m'entraîner. J'ai 8 mois pour m'entraîner, c'était en septembre de l'année d'après. Et puis j'en ai discuté autour de moi. Je me souviens que mon manager, qui était aussi mon ami à l'époque, m'avait dit bah fais-le, inscris-toi, tu vas t'en rappeler toute ta vie. Et donc je me suis inscrit pour le 42 avec 2000 ou 2500 mètres de dénivelé. J'avais vu les barrières horaires, c'était 15 heures ou 16 heures. Je m'étais dit mais comment c'est possible de courir aussi longtemps? Donc je m'étais imaginé courir 12 heures ou 13 heures en me disant bon bah voilà, ça sera très long. Et donc voilà, je me suis inscrit, et c'est la première fois en fait que j'entendais parler de trail. Ça a été d'ailleurs un peu préoccupant pour toi, non? Tu avais plein de questions, plein d'interrogations sur ce que tu allais découvrir. C'était tellement nouveau, et peut-être des craintes sur toi aussi, tes capacités à tenir la distance et la durée. Bah c'est ça, en fait, j'avais aucune notion de distance, dénivelé, je savais pas trop ce que ça voulait dire. En plus, j'étais au Vietnam, donc là, le trail à l'époque, c'était vraiment très peu développé. Maintenant, c'est devenu un des pays d'Asie du Sud-Est où il y a le plus de pratiquants, mais à l'époque, on était vraiment au tout début. Et donc, je courais tout seul, je courais autour du lac d'Hanoï qui est tout plat, et je savais pas trop quoi faire. Donc, j'ai commencé à me renseigner, j'ai entendu parler de Kylian Jornet. J'ai vu dans un magazine que pour une première course comme ça, un premier défi, c'était bien de lancer aussi un projet autour de ça pour se donner motivation. Donc, j'ai rencontré une ONG qui s'appelait School on the Boat, qui n'existe plus malheureusement. Je leur ai proposé de faire une collecte de fonds. Ça nous a permis de récolter des fonds pour envoyer des enfants donc dans la ville où il y avait lieu la course. Ça a été aussi une source de motivation parce que je m'entraînais vraiment tout seul et j'avais aucune connaissance. Donc je suis arrivé là-bas, je regardais les gens, j'essayais d'observer, d'apprendre. Mais donc ouais, et puis en plus il y avait l'aspect chaleur, l'aspect climat, donc qui est vraiment différent de chez nous. Donc je me suis entraîné tout l'été dans le nord du Vietnam où il fait extrêmement chaud, hein. On atteint des fois des températures qui vont au-delà de 45 degrés avec l'humidité, etc. Donc ouais, non, c'était pas facile, mais finalement Et ça le s'est bien terrain, il passé. est globalement comment? Alors le terrain sur Il la est très différent de ce qu'on peut connaître ici, hormis les conditions, effectivement, l'humidité qui est très perturbante, la chaleur écrasante. Sur le terrain à proprement parler, est-ce qu'il y a des grosses différences avec ce qu'on peut connaître nous? sur cette course-là, donc c'était à Sapa au Vietnam, donc c'est dans le nord du Vietnam, dans les montagnes. C'est pas hyper technique, donc en fait on se balade entre les rizières. C'est pas la course la plus difficile en termes de technicité, ça reste des sentiers plutôt pratiqués, il y a un petit peu de route aussi.
Mais par contre, c'est incroyable parce on est en altitude, on est à 1500, entre 1500 et 2000. On se balade dans les villages où les gens vont pas habituellement parce que c'est trop loin des circuits touristiques. C'est incroyable et pour une première expérience, c'était vraiment incroyable pour moi. Tu as mis moins que le temps que tu imaginais sur cette course. Bah ouais, j'ai mis 6h, 6h20 je crois et c'était aussi ça la révélation. Heureusement que tu fais pas les prévisions météo. Ouais, non, c'est clair. Ouais, non, finalement ça s'était bien passé. En fait, j'étais tout le temps sur la réserve parce que je m'attendais à exploser, donc je m'étais dit bon, je fais attention, et puis en fait j'étais super bien préparé, et donc ça s'est très bien passé et depuis je me suis jamais vraiment arrêté de courir. Tu l'as évoqué là juste avant sur l'essor de la pratique là en Asie. Est-ce que tu peux nous donner aux auditeurs et à moi-même à comprendre un peu comment le trail justement s'est développé? Est-ce qu'il y a eu un accélérateur? Est-ce qu'il y a beaucoup de divergences peut-être selon les pays de la zone Asie du Sud-Est? Et puis voilà, quels sont les profils aussi peut-être de gens qui courent? À quel point c'est démocratisé ou peut-être réservé à certaines catégories socio-professionnelles ou hommes, femmes? Voilà. Quelle place ça tient aujourd'hui? Le trail en Asie, ça a explosé en fait ces 5-6 dernières années. On va dire 2-3 ans avant le Covid, ça a vraiment explosé. Les pays majeurs en Asie du Sud-Est, ça va être la Thaïlande, la Malaisie, le Vietnam, Singapour, Hong Kong. Hong Kong, c'est vraiment le Chamonix ou le Annecy de l'Asie parce que en fait, c'est une ville qui est entourée de montagnes et donc on a accès aux montagnes directement. Au niveau des pratiquants, en fait, c'est réservé à des gens qui ont quand même les moyens parce que ça nécessite quand même beaucoup de déplacements. Au Vietnam, toutes les courses, il y a de plus en plus de courses, mais à chaque fois, c'est des gros événements. Il faut prendre l'avion ou. Enfin voilà, ça nécessite quand même des déplacements assez conséquents, plus le matériel, plus le temps libre en fait, parce que les gens qui travaillent dans la rue, les gens qui travaillent dans l'agriculture, en fait, ils n'ont pas de cette notion de loisir. Donc c'est réservé vraiment à une classe moyenne ou classe élevée, donc les gens des villes. C'est aussi pour ça que le niveau il est assez faible parce que c'est pas les gens qui habitent en montagne qui pratiquent. Et en fait, on a un exemple au Vietnam d'une coureuse qui faisait partie de mon équipe l'année dernière, qui a terminé 4e à la CCC l'année dernière. Donc elle s'appelle Ho Ha. Et en fait, elle, c'est une des rares coureuses qui habite en montagne. Et elle est, elle a un niveau international maintenant. Elle a fait 4e à la CCC. Elle a gagné toutes les courses. Maintenant, elle gagne contre les hommes. Elle a gagné toutes les courses en Asie. Les seules courses où elle n'a pas gagné, c'est Sierzinal et la CCC. Et donc, en fait, le jour où les locaux, on va dire les gens qui habitent à la montagne, se mettront à courir, là, le niveau, il va exploser. Ça a piqué. C'est ça. Et ça veut dire qu'elle a eu des conditions pour pouvoir professionnaliser un peu son approche? Ouais, en fait, elle est sponsorisée, donc elle a un partenaire qui s'appelle Mude. C'est une marque vietnamienne qui fait des équipements de sport, les sports du triathlon plus le trail. C'était ton partenaire aussi? C'était mon partenaire, mais mon contrat s'est terminé là récemment. Et donc eux, ils l'encadrent. Elle est semi-professionnelle, c'est-à-dire qu'elle travaille pas à côté. Elle a un petit revenu et après eux, ils prennent en charge ses déplacements, etc. Et donc comme ça, elle a du temps de s'entraîner. Mais en fait, c'est tellement pas dans sa culture que vu qu'elle a beaucoup de temps libre, elle se dit pas je vais faire des massages ou je vais m'étirer, etc. Non, elle va aller travailler avec sa famille. Ils ont un magasin qui loue des motos, elle va travailler toute la journée là-bas. Mais par contre, voilà, elle a un petit peu, elle a dégagé plus de temps pour s'entraîner. Et, enfin voilà, elle est extrêmement forte. À quel moment est-ce que tu as commencé à te prendre un peu au jeu et puis à formuler des ambitions, à minima en tout cas localement? Progressivement, j'ai augmenté les distances. Moi, j'ai été très patient en fait, dans le sens où, et surtout en Asie, les coureurs, ils vont faire un 10 km la semaine après, ils vont se dire ok, j'ai fait 10, je vais faire 21, puis après c'est 42, puis après c'est 70, après c'est 100. Mais c'est vraiment comme ça. Et ça finit en tour des glaciers en 6 semaines. Ouais, et puis je vais mettre un dossard tous les week-ends parce que la notion de sortie longue, ça n'existait pas. Moi, j'étais hyper patient, j'ai pris mon temps. Bon, je me suis beaucoup blessé, hein, comme tout bon coureur qui débute. Le corps s'adapte et j'ai eu quelques blessures à droite à gauche. Donc en fait, la première année, j'ai fait un 42 km, la deuxième, j'ai fait un 50, ensuite 70, ensuite 80, puis j'ai fait mon premier 100 km en 2020, et j'ai fait mon premier 100 miles en 2022, donc voilà, ça a été une progression assez constante. Et puis c'est en 2019 où j'ai gagné ma première course au Vietnam, où j'ai pris conscience que voilà, j'avais un niveau correct et je pouvais faire des belles choses, donc j'ai commencé à prendre un coach, puis ça m'a permis de progresser. Sachant que voilà, j'habitais à Hanoï, c'est une ville qui est plate, il n'y a pas de montagne, donc il fallait aussi faire avec cet élément-là.
Tu nous l'as dit en préambule, quand tu pouvais pas parler de sport, tu es aussi vidéaste et photographe. Là, c'est une activité que tu pratiques depuis plusieurs années à ton compte. Est-ce que ça a été aussi très rapidement une évidence une fois que tu as découvert la course à pied et ses nombreuses vertus qu'il fallait tu combines cette passion et ton activité? Bah, bien entendu, c'est clair que j'ai la chance de pouvoir choisir, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas m'orienter vers certains domaines dans la vidéo et la photo. C'est aussi la chance qu'on a dans ce métier, c'est c'est très varié. Et au début, je travaillais beaucoup pour des agences de voyage parce que j'avais pas mal de contacts dans le tourisme. Et puis pendant le Covid, le tourisme au Vietnam et en Asie, bah, ça s'est cassé la figure et donc il y avait plus rien, et donc ça m'a permis aussi de me diversifier. Et puis naturellement, j'ai été contacté. En fait, mes résultats ont fait que j'ai aussi rencontré pas mal de gens dans l'organisation des courses, etc. Et en fait, au fur et à mesure, les organisateurs de courses ont commencé à me contacter. Et donc j'ai commencé à travailler sur certains événements, et c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis du coup, moi, j'allais pas dire non, hein. C'est incroyable rien que d'avoir le petit badge avec son nom dessus et sur des courses qui nous font rêver. C'est vrai que c'est quand même chouette, quoi. Qu'est-ce que tu tiens à apporter, toi, comme regard? Comment est-ce que tu caractériserais peut-être ta vision, tes partis pris créatifs? Quelle touche tu veux donner? Si je prends l'exemple de projets comme par exemple celui de Perrine, je sais pas si on va en parler après, mais j'ai suivi Perrine sur le Tort des Glaciers l'année dernière, et Faire une phase, ouais. Perrine Fage, ouais, donc ça a donné lieu à un documentaire qui est sorti. Par exemple, là, moi, l'objectif, c'était vraiment de documenter son aventure et à travers les yeux de quelqu'un qui pratique. Donc, ça veut dire que moi, il y a des choses que je comprends, et donc ça me permet de mettre l'accent sur certains aspects du sport d'endurance, des émotions qu'elle va traverser, etc. En plus, bah voilà, le fait de pratiquer, bah, ça me permet aussi d'aller à des endroits où certains vidéastes n'arriveraient pas à aller, et puis de pouvoir la suivre sur, la passion, en fait, elle me donne plus de force et me donne plus de courage à aller plus chercher l'image qui va procurer de l'émotion, quoi. Tu es basé aujourd'hui en France, tu nous l'as expliqué après avoir fait un certain nombre d'allers-retours entre l'Asie et ici. C'est quoi là tes attentes, tes aspirations en revenant ici, si ce n'est te reconnecter à la montagne? Pour le premier argument, c'était être proche de la montagne pour faire du dénivelé, mais aussi parce que je sentais que j'arrivais à un point dans ma carrière où j'avais besoin d'être en Europe, parce que j'ai l'impression aussi d'avoir fait un peu le tour en Asie, d'avoir travaillé pour à peu près... Au Vietnam, j'ai travaillé pour à peu près toutes les organisations, et il y a un espèce de plafond qui s'est installé, c'est-à-dire que les projets, il y a moins de budget, il y a moins de moyens qui sont mis dans les documentaires, dans les projets de course, etc. Et donc, j'ai senti que c'était important que de retourner en Europe, parce que bah, le trail est beaucoup plus développé ici, il y a beaucoup plus d'opportunités professionnelles. Et puis c'est aussi il y a plus d'histoires à raconter, je trouve, sur les courses ici. Merci beaucoup pour cette introduction, Valentin. On va passer à la rubrique du questionnaire de Proust. 3 questions hautement philosophiques que je vais te poser. La première d'entre elles, la chose la plus courageuse que tu aies jamais faite. C'est une première, je ne crois pas l'avoir posée dans le podcast jusqu'ici. Je sais pas s'il y a un événement qui est courageux dans ma vie, mais en tout cas, je pense que c'est plutôt le fait d'avoir osé rapidement vivre de ma passion, enfin, ne pas suivre la voie traditionnelle et aller dans du salariat et travailler pour l'entreprise. En fait, dès que j'ai senti qu'il y avait une opportunité de pouvoir vivre de la photo, de la vidéo, ben, en fait, je me suis pas vraiment posé de questions, et j'ai créé ma micro-entreprise, je me suis mis en auto-entrepreneur, et puis je savais pas trop où j'allais, et j'étais pas le meilleur photographe, et je le suis toujours pas, j'étais pas le meilleur vidéaste, et je le suis toujours pas, mais il y a des gens qui m'ont fait confiance, il y a des gens qui m'ont fait prendre conscience que je savais faire des choses avec une caméra, et donc j'ai voulu utiliser ça j'ai senti l'opportunité. Ton départ en Asie, est-ce que c'est quelque chose que tu estimes aussi courageux? Parce que tu étais jeune quand même, ce grand saut-là, tu l'as fait assez tôt, même s'il y a un encadrement avec le PVT et autres, c'est quand même un choix radical. Et puis tu as décidé de rester aussi et de prolonger l'expérience? Ben, en fait, je trouve que c'était plus simple de faire ça en Asie, parce que la vie est plus simple, la vie coûte moins cher aussi. En France, j'aurais peut-être été plus bloqué par tout ce qui est administratif, etc. Et c'est vrai que le fait d'avoir été en Asie, ça peut-être ça qui m'a... Je me suis moins mis la pression, et je me suis dit que voilà, si ça marche, tant mieux. Puis si ça marche pas, bah, je ferai autre chose, quoi. Deuxième question aussi, c'est une première. L'invention que tu aurais aimé concevoir
Alors, j'ai longtemps réfléchi. Je vais pas être très original. Bah, je vais dire l'appareil photo, hein, pour rester dans le domaine. En y réfléchissant, je me suis dit, mais ce concept-là la personne qui a créé l'appareil photo, Niepce, pour le citer, le jour où il s'est dit, je vais créer une boîte là, je vais faire une boîte et puis je vais essayer de capturer un instant et en créer une image dans le réel. Franchement, si ce concept-là, il n'existait pas aujourd'hui, je pense qu'on pourrait nous prendre pour des fous parce que c'est quand même un concept assez incroyable. Et c'est vrai que maintenant, on est habitué, en fait, on peut prendre des photos avec nos smartphones, etc. Mais si on prend un peu de recul, on se dit, mais c'est quand même dingue quoi, de pouvoir calquer en fait ce qui se passe dans le réel. Alors, je sais pas si j'aurais aimé l'inventer, mais en tout cas, je trouve que c'est une invention extraordinaire. Si demain, là, tu devais l'inventer, si ça n'existait pas, tu saurais faire? Non, 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 surtout C'est pas. une question que je me pose parfois. Je me dis, si demain, il n'y avait pas tout ce gens-là qui avait inventé tous ces procédés scientifiques, ces inventions, est-ce que si c'était à toi, à part la roue, je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose que je serais en capacité d'inventer. Qu'as-tu le plus de regrets de ne pas avoir fait? C'est aussi une question inédite, en fait, c'est 3 sur 3. Ouais, Faut pas forcément avoir des regrets, mais voilà, est-ce qu'il y a une chose que... pareil, genre, je sais pas il y a un regret dans ma vie, mais en tout cas, je pense que c'est plutôt le côté. J'ai toujours été un peu feignant, en fait. J'ai toujours été feignant quand j'étais jeune, à l'école. J'étais pas celui qui avait les meilleures notes. J'avais toujours la moyenne, mais je donnais pas mon maximum. C'était toujours marqué se repose sur ses lauriers, peut mieux faire, etc. Et je pense qu'à chaque étape de ma vie, ça c'était un peu ce qui se passait. Et peut-être le regret, voilà, c'est de pas avoir donné mon max quand j'avais, je sais pas, 18-20 ans pour faire des meilleures études ou voilà, me donner les moyens de réussir plus rapidement. T'es plus discipliné dans une prépa de course que dans tes Ouais, études. beaucoup plus. Ouais. C'est peut-être à ce moment-là où je Plus me suis généreux rendu dans compte. l'effort. Ouais, non, c'est clair que mon entraînement est beaucoup plus discipliné que quand j'étais. Enfin, j'ai mis plus de motivation dans la course que dans les cours. Merci beaucoup Valentin. Le moment est venu de parler de ta course épique, donc l'Amazon Jungle by UTMB. Je vais implanter brièvement le décor comme traditionnellement. Donc cette course, elle se tient en béton, au cœur de la jungle, à la frontière entre la Thaïlande et la Malaisie, côté thaïlandais. Elle amène les coureurs à vivre une aventure trépidante à travers une nature sauvage, traversant des rivières et grimpant des sommets émergents au-dessus des nuages. Cet événement, il se caractérise par la flore et la faune qui en mettent plein les yeux aux coureurs, ainsi que par les fortes chaleurs tout au long du parcours qui atteignent les 30 degrés. Ça peut s'entendre, mais avec un taux d'humidité de 100%, là, ça devient tout de suite beaucoup moins drôle. Plus de 1600 coureurs se sont rassemblés sur la ligne de départ pour l'édition inaugurale en février 2023, après une édition test en mai 2022, avec 5 formats qui étaient au programme allant du 16 km jusqu'au format 145 et c'est 7817 mètres de dénivelé positif. Cette course, elle revêt une importance particulière, puis elle s'avère populaire auprès des coureurs élites, notamment de la région Asie-Pacifique, désireux d'y gagner leur place pour l'UTMB World Series Final à Chamonix. Tu as participé, toi, Valentin, au format béton 100, soit 106 km pour 5860 mètres de dénivelé positif. Tu étais, sur papier en tout cas, la 6e force en présence au départ derrière 4 athlètes asiatiques et le lituanien Gediminas Grinius. Vous étiez au total 135 sur une de départ, pas beaucoup quand même. Non. Est-ce que tu as une idée du nombre de finishers sur les 135? Je crois que c'est 60 ou 70, non? Ouais, 63, ouais. C'est peu, hein, moins de la moitié. Ouais, pas la sortie de étonnant. popcorn un peu sur les sentiers. Valentin, tu sais qu'à ce moment-là de l'épisode, c'est le moment redoutable de la question qui pique après la description de la course. Qui dit Amazon Jungle dit Jungle. Qui dit Jungle dit Jungle. Et qui dit Jungle dit le livre de la jungle de Walt Disney, évidemment. Tu connais le film? Tu t'en as des souvenirs de Oui, ton enfance? Tu l'as vu oui. petit? Ok. J'ai 3 suggestions pour toi, 3 questions. Donc un vrai faux. À toi de me dire si tu penses que l'affirmation que je partage avec toi est juste ou non. La première d'entre elles, la Sherkan Dowd, qui signifie course de Sherkan en hindi, est une célèbre course de 5 km à Varanasi en Inde, pour laquelle les participants sont mis au défi de fuir des dizaines de coureurs déguisés en Sherkan, ajoutant une touche d'excitation et d'aventure supplémentaire à la course. La course, elle doit exister. Alors, est-ce que les coureurs sont poursuivis par Sherkan? Je sais pas. Je dirais faux. C'est faux. Punaise, j'étais fier de mon coup, mais t'as raison, t'as bien trouvé. En plus, je mets pas toujours des questions fausses d'entrée de jeu. Donc, bravo, tu t'en es très bien sorti. C'est complètement inventé. Et, une anecdote musicale maintenant. Les 4 vautours qu'on voit dans le film devaient originalement être doublés par les membres des Beatles, et puis leur représentation dans le dessin animé était un hommage à chacun des membres du groupe. Vrai ou faux? Vrai. Ouais, c'est vrai. Mais cette idée n'a malheureusement pas pu aboutir, mais en tout cas, c'était l'intention de départ, en tout cas. Donc voilà, je sais pas si on voit des ressemblances, et elle est vraiment flagrante. Ouais. Mais en tout cas, c'était Pas très l'idée. flatteur non plus. Non plus. Troisième question, 2 sur 2, bravo, franchement ça commence bien. Walt Disney ne vit jamais le film car il s'est malheureusement éteint avant sa sortie en salle. Ah, j'ai vu un documentaire sur Walt Disney récemment. Ouais, je dirais vrai.
C'est le hat-trick. Oh, Bravo, yes. 3 sur 3. Impressionnant, ouais, absolument. Donc il est mort en 1966 et le film est sorti en 1967. Et donc voilà, ça a suscité pas mal de questions au sein du studio pour savoir si il survivrait à la mort de Walt Disney tant il incarnait et la renommée des productions était liée à sa personne. Donc voilà, il y a eu beaucoup de questionnements là-dessus et le film a été un succès. Donc le studio a continué sa belle vie et à produire tous les chefs-d'œuvre Ouais, qu'on lui connaît depuis. ça Ils s'est s'en pas sortent. trop, oui, ça s'est pas sorti trop mal. Ça s'est pas trop mal passé pour eux. Bah écoute, il en faut peu pour être heureux, mais j'imagine que c'est d'autant plus ton cas là, avec cette question qui pique à laquelle tu as brillamment répondu. Félicitations Valentin. On va plonger maintenant dans la jungle avec toi, direction la Thaïlande. Cette idée de prendre le départ, elle est née d'un planning initial de course qui a été contrarié par une blessure. C'est un petit mal pour un grand bien. Ouais, alors je me blesse très rarement et 2 semaines avant Doi Inthanon by UTMB, donc c'est le major Asie-Pacifique qui a lieu en décembre. Je me suis blessé, je devais faire le 100 km et je me suis blessé une petite contracture au mollet, j'ai pas pu courir. Et donc, je me suis rabattu 2 mois après sur une autre course UTMB, Amazing, je sais jamais comment on prononce. Donc, c'est la contraction entre Amazing et ASEAN. ASEAN, c'est Ok, le groupement des pays en Asie du Sud-Est. ok. Amazing by UTMB. Rien à voir avec l'Amazonie, ce qu'on pourrait penser Non. initialement. Les grandes lignes de ta prépa, est-ce que tu as souvenir d'avoir mis en place des choses particulières pour cet exercice et ce 100 km? Alors moi, les infos que j'avais sur cette course, c'était que c'était de la jungle extrême du début jusqu'à la fin. Et en fait, c'était la première édition UTMB. L'année d'avant, ils avaient fait une édition 0. J'avais vu les temps. Et il me semble que le vainqueur, c'était Stingray. Donc c'est un des meilleurs asiatiques qui avait mis 17 ou 18 heures, il me semble, pour faire 100 km. Et on m'avait dit que c'était une boucherie sans nom. Donc j'avais passé mon mois de janvier. En fait, à côté d'Hanoï, à 1 heure de Hanoï, il y a les premières montagnes et c'est là où je m'entraîne 2-3 fois par semaine. J'y vais en moto. Et donc là, j'avais choisi les terrains, enfin les sentiers les plus, les moins pratiqués, on va dire. Et j'avais essayé de faire le plus de jungle possible. Et puis voilà, j'avais fait un mois de janvier. Je pense que c'est mon plus gros mois en termes de volume. Pas de dénivelé, mais de volume en tout cas. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle disposition tu es arrivé sur place, finalement, pas si relax que ça, parce que tu étais invité notamment par la course? Alors j'étais très bien préparé. Je pense que j'ai fait une très belle prépa, mais stressé. Je sais pas vraiment pourquoi. Voilà, j'avais été invité par la course. Ça m'avait fait très plaisir d'ailleurs. Mais voilà. Ça, c'était en lien avec tes performances récentes, parce qu'on n'en a pas parlé, mais tu as bien figuré sur toutes les courses que tu as pu faire précédemment. Vu que c'était la première année, la première édition, ils avaient réduit en fait les quotas, enfin les cotes UTMB pour les invitations. Et du coup, moi, je sais plus à l'époque quelle était ma cotation, mais je rentrais dans les élites. Et donc, c'est pour ça que j'avais été invité. Et vu qu'il n'y avait pas énormément d'élites, j'avais pu faire partie du programme. Mais voilà, je pense que c'est ça qui m'a mis la pression, alors que bon, c'était pas forcément nécessaire. Tu es venu seul sur la course, je crois, mais à ton arrivée, tu as eu l'occasion de faire de rencontres qui vont être décisives et qui vont marquer un tournant dans ta vie professionnelle aussi. Est-ce que tu peux nous en parler? Tu as évoqué tout à l'heure la première d'entre elles, mais voilà, c'est l'occasion d'en reparler et puis de nous parler de la deuxième rencontre. Oui, en fait, quand j'ai su que j'étais invité, j'ai su que j'allais aussi partager ma chambre d'hôtel avec un autre athlète invité. Et donc, je pense que vu qu'il y avait peu d'athlètes et c'était beaucoup des étrangers, ils ont réuni en fonction des langues. Et donc, je me suis retrouvé avec un certain Sangue Sherpa, que je connaissais très bien, parce que je l'avais suivi vaguement au tout début de la SwissPix quelques mois avant. Et puis, il m'avait gentiment déposé. Et donc, je le connaissais un petit peu, enfin, je le connaissais de nom. Et puis, on avait échangé quelques mots, mais lui, il se rappelait pas trop de moi. Et donc voilà, j'ai eu la chance de partager ma chambre avec la légende de Sangue Sherpa. Et ça m'a permis de sympathiser avec lui. Et donc quelques mois plus tard, on a décidé de faire un documentaire sur sa vie. Et donc ça m'a permis aussi de le suivre pendant plus de 8 mois dans plusieurs pays, notamment au Népal, là où il est originaire, parce qu'il habite en France. Et donc là, le documentaire va bientôt sortir, il est terminé. Donc j'ai fini ce documentaire de 52 minutes. C'est la plus longue vidéo que j'ai jamais faite. Combien de temps de travail sur le montage? Enfin, entre le tournage et le montage, c'est 8 mois au global, ça inclut tout ça? Donc en fait, on a tourné de juillet. Je suis allé le voir une semaine à Besançon. Ensuite, on est parti sur l'Eiger, parce qu'il a participé à l'Eiger. Enfin, il a participé à plein de courses. Et ensuite à l'UTMB, ensuite en Vietnam, ensuite un mois au Népal.
Et puis on a terminé sur Doi Inthanon et La Han by UTMB, La Han Ultra Trail pardon, au Vietnam fin décembre. Et à partir de fin décembre, j'ai monté janvier, février, mars. Et là, j'ai terminé le montage. Sur Perrine, je ne sais pas si tu veux rajouter des choses aussi sur les circonstances de la rencontre. Et donc oui, j'ai rencontré aussi Perrine sur cette course. En fait, l'avantage des courses, alors c'est ce qui se passe souvent en Asie, c'est que c'est quand même un petit peu plus confidentiel et ça permet aussi de rencontrer des gens. Et donc Perrine était aussi sur cette course. Donc on a sympathisé avant la course, elle faisait aussi de 100 km. On était resté en contact, on était allé courir avant la course ensemble et on était resté en contact. Et quelques mois plus tard, elle m'a recontacté sur les réseaux pour me demander si j'étais OK pour la suivre sur le Tour des Glaciers. Et donc c'est comme ça que... T'as dit non? Et j'ai dit... Jamais de la vie. Non, et puis en plus, je devais rentrer au Vietnam et j'ai décalé mon billet d'avion pour ça. Et je suis rentré genre 2 jours après le Tour. C'était un peu épique, mais par contre, ouais, on a fait une sacrée aventure de 7 jours dans le Val d'Aoste. C'était quoi tes objectifs, Valentin, sur la course? Quelle ambition tu pouvais avoir? Est-ce qu'elle était de faire un petit peu mieux, en tout cas, que ce que ta cote laissait supposer? Essayer de jouer les 5 premières places? C'est ça. Donc j'étais 6e sur le papier. Je m'étais dit, voilà, si je fais mieux que 6e, c'est parfait. Avec voilà, la perspective si je fais un podium, j'aurai un dossard sur la CCC. Donc c'était ça l'objectif. Ouais, ça c'était vraiment la clé de tout ça, c'était ce fameux ticket. Donc ça te contraignait à être dans le top 3. Exactement. Est-ce qu'il y a une forme de pression pour toi aussi? Pas forcément de la pression, mais plutôt, voilà, c'était vraiment un objectif. J'avais à cœur de bien réussir cette course parce que je m'étais bien entraîné et puis je voulais mettre à profit tous les efforts pendant la préparation. Tu avais une stratégie en tête ou une intention, en tout cas, compte tenu de ta connaissance des conditions, de la chaleur, de la moiteur et puis des terrains j'imagine, que tu devais connaître, en tout cas, dans l'esprit. Est-ce que tu avais un peu déjà défini la façon d'aborder la course? Je voulais partir prudemment parce que je savais que la première partie de la course, c'est-à-dire les 60 premiers kilomètres, c'était de la jungle et c'était technique et il faisait chaud, donc je voulais faire attention à pas me cramer et puis garder quelques cartouches pour la fin de course qui était pour le coup un peu plus roulante. C'était ça ma stratégie et après en termes de classement, je faisais pas trop, j'ai pas voulu faire trop attention à qui était autour de moi parce qu'en fait souvent sur ces courses-là on se retrouve seul rapidement donc je me suis pas trop préoccupé des autres. Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec cette course? Une aventure. Moi, j'adore la jungle, j'adore le chaud. Je viens de Normandie, mais je pense que je supporte plus le chaud que le froid. Ça me réussit plutôt bien. Et là, en fait, ce que je cherchais, c'était vraiment la difficulté de la jungle. Enfin, je trouve ça intéressant, en fait. On parle souvent de la montagne, on parle de l'altitude, on parle des courses techniques dans les Alpes, etc. Mais en fait, la jungle, il y a beaucoup de gens qui se casseraient les dents dans ce genre de parcours parce qu'on n'est pas habitué, en fait, et on suffoque, en fait, avec la chaleur et le peu d'air. Et donc, c'est ça que moi, j'aime bien, je me nourris un peu de ça. Tu t'es adapté à ça ou t'avais un naturel qui te permettait déjà de bien encaisser ça? Ou est-ce que le fait d'y avoir vécu et que ce soit ton contexte quotidien, ça a pu aider? Ouais, je pense que le fait de m'entraîner sous des grosses chaleurs une grande partie de l'année, je pense que ça aide forcément. Après, je pense que c'est aussi naturel. J'ai toujours très mal supporté le froid et très bien supporté la chaleur. Donc il y a un côté voilà, il y a le côté bon voilà, je suis un peu habitué et puis il y a aussi le côté où je pense que naturellement je sais m'adapter sur ce type de terrain et de climat. Quel type d'ambiance c'est sur place? À quel point c'est festif? Lors de nos échanges préliminaires, tu me parlais un peu de béton, qui est quand même un endroit globalement très perdu, au milieu de nulle part. Est-ce que là, autour de cet événement, il y a une effervescence particulière? Mais Béton, c'est vraiment particulier. C'est un peu une île au milieu de la forêt, au niveau de la jungle. En fait, c'est une des dernières villes avant la Malaisie. D'ailleurs, pour y aller, le plus simple, c'est d'aller atterrir à Penang en Malaisie et de prendre un bus qui traverse la frontière. Parce qu'en fait, au sud de la Thaïlande, il n'y a pas grand-chose. Et donc, cette ville, en fait, elle est un peu perdue au milieu de nulle part. Elle n'est pas touristique parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, mis à part la forêt, la jungle. Et en fait, les seuls touristes, ce sont les Malais qui viennent passer la frontière pour aller dans les bars et profiter des prostituées et des jeux d'argent. Donc voilà, les locaux, ils sont super accueillants, c'est super sympa, mais en fait, ils sont pas du tout habitués à voir des étrangers, donc ils sont super contents de voir qu'il se passe quelque chose dans leur ville. En plus, ça tombait la semaine de leur festival, donc c'était un peu
vraiment la fête dans le village. Est-ce que c'est confortable pour toi d'un départ à 5 heures du matin? Ouais, je suis habitué. Au Vietnam, les courses, souvent, elles partent à 4, 3, 4, 5 heures. Donc, ça, c'est pas un gros problème. Et justement, je suis bien parce que ça veut aussi dire qu'on va pas passer la nuit dehors. Ça veut dire qu'on part le matin et on arrive le soir. Tu ressens déjà de façon très forte à cette heure-là, la chaleur, l'humidité, c'est déjà très présent, très installé? Ouais, il faisait très chaud. J'étais transpirant déjà, rien que de marcher jusqu'à la ligne de départ. En plus, j'ai très mal dormi les jours d'avant. Donc, j'avais ce mal de crâne, plus enfin, voilà, l'envie de partir. Mais d'un autre côté, je me sentais vraiment très faible. Donc, non, c'était pas vraiment des très bonnes sensations au début. Ça y est, nous sommes le 18 février 2023, il est bientôt donc 5 heures du matin, c'est le grand jour. À l'approche du départ, là, c'est quoi ton sentiment? C'est de l'impatience qui prime? Impatience, ouais. Hâte d'y être, hâte d'être dans les 2-3, après 2-3 heures pour me dire, voilà, je suis dans ma course et le début est passé, le stress du départ est passé et voilà, il n'y a plus qu'à se concentrer sur la course. Ta principale source d'appréhension? La jungle. On ne sait jamais ce qui peut arriver, ça peut être dangereux. J'espère que le terrain sera pas si bushy que ça et que voilà, il y aura quand même moyen de courir parce qu'on peut passer aussi beaucoup de temps dans la jungle et j'espère que voilà, les sentiers seront assez propres pour avancer. Est-ce que je me trompe en disant que tu as passé un début de course qui n'a pas été tout à fait idéal? Mais non, en fait, je suis parti, j'étais vite voilà, dans le groupe de tête. Alors Gedimina, c'est le chinois dont j'ai oublié le nom. Sont partis très vite, donc c'était prévu et je savais qu'il n'y avait pas de raison de les suivre. Et en fait, j'ai été très rapidement troisième ou quatrième et j'ai pris un coup de chaud dès la première montée. En fait, j'avais pas de jambes, j'avais vraiment aucune force alors que d'habitude la montée c'est ma force. Et là, je me sentais vraiment faible et je me disais que c'est pas possible. Ça fait que quelques kilomètres qu'on est parti, ça fait même pas une heure qu'on court et je me sens déjà super fatigué, donc j'espère que ça va passer au point de même vouloir abandonner, hein, me dire bon bah c'est pas aujourd'hui, ça sert à rien de partir sur 100 km, enfin même 110 km presque, si on n'a pas les forces. Ce qui aurait été une première pour toi d'ailleurs. Tu n'avais pas de DNF à ton actif. Et toujours pas. Et à chaque course, je me dis, est-ce que ça va être cette course? Parce qu'en fait, globalement, mes courses se passent plutôt bien. Alors, je touche du bois, mais voilà, j'ai jamais eu de grosses défaillances. J'ai jamais été proche de l'abandon, mis à part cette fois-là, mais c'était juste des pensées et pas forcément. Je me suis pas blessé ou enfin, j'aurais pu terminer même si j'allais pas bien. Mais j'ai jamais abandonné. Alors, c'est bien, mais je sais que ça va m'arriver un jour. Est-ce que tu peux nous plonger un peu là, dans le décor dans lequel tu évolues, qui doit être à la fois fascinant, qui doit être aussi un peu intriguant? À quoi ça ressemble d'évoluer dans une telle jungle? C'est vraiment particulier parce que c'est comme si on avait un tunnel qui fait 60 km et on monte, on descend, on entend des bruits, on voit peu la lumière en fait parce qu'on est vraiment dans un tunnel quoi. On a de la végétation autour de nous. Alors heureusement cette année, enfin l'année dernière, ils avaient plutôt bien nettoyé les sentiers, c'est-à-dire qu'ils avaient quand même élargi le sentier, ils avaient taillé un peu les branches. Donc c'était pas aussi Invasif peut-être. ouais, Ouais. que l'année d'avant. Et c'est pour ça d'ailleurs que les temps sont quand même plus rapides que l'année d'avant. Mais voilà, c'est assez oppressant en fait, c'est assez particulier. On monte. C'est étriqué, c'est ça le dôme là? Enfin, c'est à C'est quel ça. point? Quand tu dis tunnel, c'est vraiment juste au-dessus de toi ou t'as quand même as un peu de perspective au-dessus? Tu peux Très peu. voir un petit peu? Ok. Très peu en fait. Il y a certains endroits où on sort un petit peu de la jungle et on se retrouve sur une petite prairie, mais ça dure pas très longtemps. Et après, on re-rentre dans la jungle. Et en fait, ce qui est particulier aussi, c'est on monte, on arrive au sommet, et en fait, on est au sommet, mais il n'y a pas de vue, donc en fait, on redescend. Et puis voilà, c'est comme ça, c'est des répétitions de montée, mais en fait, et puis on marche sur des branches, on marche sur des racines. Le sentier, c'est pas de la terre, hein, on est sur une petite couche. Alors c'est super confortable, mais par contre, faut faire attention où on met les pieds parce on peut se prendre une racine, on peut tomber. Moi, ça m'est arrivé de trébucher 2-3 fois. Faut vraiment être concentré. Et du coup, ça c'est très énergivore. Et en plus de ça, bah, il fait chaud, il y a pas d'air parce que bah forcément, on est dans la forêt. Donc c'est assez particulier. Ça peut être très anxiogène pour les gens qui sont pas habitués. Et la faune là, tu la ressens comment? Est-ce que tu es attentif aussi? Est-ce que tu t'attends à voir surgir un animal hostile à chaque détour d'arbre? En plus, avant la course, on nous avait dit qu'ils avaient aperçu ou entendu des tigres quelques jours avant. Nickel. Les Ça me rend ouais, ça met confiance. dans Ouais. l'ambiance. Des personnes déguisées en Shere Khan. Attention, Exactement, ça. ouais. Et Le type de serpent.
on sait qu'on va entendre des bruits. Moi, j'entendais des craquements des fois. Alors, le fait d'être dans une course, on ressent moins la peur parce qu'il y a le balisage. Oh, le balisage ne va pas nous sauver. Hein. C'est pas parce qu'il y a marqué un petit UTMB sur le bord de la route que l'éléphant va se dire oh non, non, je vais pas les déranger. Mais par contre, je sais pas, en fait, je pense qu'inconsciemment, on se dit, c'est comme quand on fait une course et qu'on traverse la nuit et on est tout seul en montagne, on a moins peur que si on était en sortie longue et qu'on était perdu ou quoi que ce soit. Là, c'est un peu pareil. En fait, on se dit, on suit le balisage, il va rien nous arriver. Alors, je sais que Gediminas, après la course, lui, il m'a dit du coup, il était en tête et donc il a vu un serpent, il a vu des traces d'éléphants. Moi, j'en ai certainement vu, mais je m'en souviens pas ou j'ai pas fait attention. Voilà, après, bon, je pense que les animaux, ils ont les sens beaucoup plus développés que nous, et donc je pense qu'ils savent quand on est là, et c'est plutôt nous qui les effrayons qu'autre chose. Mais voilà, il y a des bruits, en fait, c'est assez particulier. Et est-ce que pour les passages nocturnes, là, comme au début de la course, ça amplifie aussi un peu et ça laisse place à beaucoup de surinterprétation de tous les bruits environnants et toutes les sensations? Tu as un peu tous les sens particulièrement à l'affût? Exactement, surtout au début de la course où donc on part, il y a quand même, on est très concentré et on est vite dans la jungle et il fait nuit, donc on a que notre frontale et on voit, dès qu'on tourne un peu la tête, on voit les branches, on entend des bruits, on entend des craquements et c'est vrai que ça donne une ambiance un peu assez particulière. Ça peut faire peur, ouais. Qu'est-ce que tu as trouvé là pour te relancer comme ressource? Sur quoi tu t'es appuyé pour te dire que non, ça serait pas ton premier DNF et qu'il fallait que tu te donnes une chance d'inverser la vapeur en fait? En fait, de par mon expérience, je sais que ça passe toujours. Donc je me suis dit: «OK, on va avancer», dans tous les cas, je pense que j'étais quand même assez frais, donc j'avançais quand même. J'avais cette sensation de fatigue, mais je pense que j'avançais bien, je marchais pas. Je m'étais dit: «Bon, prochain ravito, je fais le point» et puis, progressivement, bah, la forme est revenue avec la chaleur parce que, bah, plus on avançait dans le temps et plus il faisait chaud. Mais voilà, ça je pense que j'ai mis du temps à m'échauffer et pas me réchauffer parce que j'avais déjà très chaud. Mais je pense que ça, voilà, ça s'est fait progressivement et les sensations sont revenues. Tu es globalement là aux avant-postes sur la course. Est-ce que tu as le sentiment que tu n'as vraiment aucune latitude pour baisser le pied et qu'il y a quand même un niveau d'intensité qui t'impose d'être quand même, enfin, tu vois, de pas te relâcher et d'être très engagé dans la course? Quand j'ai un dossard sur moi, je pense que j'ai cette motivation aussi de me dire que tout le temps que j'ai de la force, j'avance. Je pense que j'ai un peu le syndrome Strava où j'ai toujours l'impression que quelqu'un me regarde et que dans tous les cas, c'est enregistré par ma montre. Donc du coup, j'arrive à trouver cette motivation et cette force pour avancer. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a aidé pendant le début de la course. Ou là, tu es pas mal au combat avec le coureur japonais notamment? Et donc ouais, après une vingtaine de kilomètres, Hisashi Kitamura, donc c'est un coureur que je connais bien. Alors lui, il ne me connaissait pas parce que on avait déjà fait des courses ensemble, mais j'étais plutôt loin derrière et c'était 2018-2019. Mais voilà, je le connais bien parce il gagne beaucoup de courses en Asie. Et donc on se retrouve ensemble, il m'a rattrapé et donc on a commencé à faire ce jeu de yo-yo qui a duré très longtemps. Il y a un passage, je ne sais pas exactement à quel moment, où tu croises des militaires. Ça, c'est un des souvenirs un peu singuliers de ta course? Ouais, c'est un moment très marquant ça aussi. C'est vrai qu'en fait, le tracé suit une partie de la frontière avec la Malaisie. Et donc on est dans ce tunnel de végétation, tunnel végétal. Et à certains moments, on croise des militaires qui sont là pour garder. Alors je sais plus si c'était des militaires, je pense que c'est des militaires malais. Et donc ils sont là pour surveiller la frontière. Et donc ils sont armés. Ils dorment dans leur hamac, ils font leur sieste dans un hamac, ils ont une petite tente, ils ont un petit feu de camp et moi j'en ai croisé 3-4 fois et bon, ils sont super sympas mais ça fait drôle quoi. En plus on est vraiment dans sa bulle pour le coup et puis à un moment donné on voit cette personne là qui nous dit hello et on est là bon bah salut. Ça c'est vraiment particulier, c'est vraiment perturbant un peu. Le point que je voulais évoquer avec toi, c'est la partie hydratation. Voilà, on a compris que c'était quand même un gros sujet. Et la nutrition, toi, comment tu gères cette partie-là? À quelle fréquence tu bois? Est-ce que tu prévois vraiment des stocks particulièrement importants pour ce genre de course? Et voilà, est-ce que les ravitaux sont aussi placés de façon suffisamment régulière pour que tu puisses ne pas trop te charger? Ouais, c'est vrai que ça, c'est aussi un facteur qu'il faut prendre en compte en Asie, et on boit beaucoup plus parce qu'on perd beaucoup d'eau. Moi, encore une fois, j'ai la chance de pas trop transpirer. Alors, je transpire beaucoup et c'est incomparable avec la transpiration qu'on peut en avoir en Europe.
Là, vraiment, on se vide de tout notre corps et on n'a aucun centimètre carré de textile qui est sec, ça c'est clair. Mais voilà, en fait, l'objectif c'est de boire un maximum, essayer de justement voilà, de regarder où sont les ravitaillements et de pouvoir ne pas arriver à sec trop rapidement parce que ça peut aussi ça peut être un facteur très important et ça peut aussi amener à un abandon, hein, la déshydratation. Je suis assez habitué parce que ça fait quand même pas mal d'années que je cours dans des conditions similaires. Mais je pense qu'inconsciemment, je sais qu'il faut boire et donc je me le dis pas forcément, mais en tout cas, c'est un réflexe que j'ai. Et d'ailleurs, je me fais souvent la remarque quand je reviens en Europe, ça me fait drôle de des fois revenir avec mes flasques pleines en me disant bah, j'ai pas bu parce que j'avais pas forcément envie de boire, quoi. Est-ce que tu as du temps pour l'émerveillement malgré tout, en dépit de l'intensité que tu mets dans l'effort? Est-ce que c'est possible de s'émerveiller et de constater la chance que tu as d'évoluer dans un tel décor où tu es tellement concentré sur ta course que c'est un peu secondaire? Ouais, bien sûr, alors, il y a pas beaucoup de points de vue, donc c'est un peu frustrant, mais par contre, moi, je suis souvent très lucide dans les courses, donc je sais aussi me détacher et rester concentré, mais aussi bah, voilà, observer ce qui se passe autour de moi. Et j'entends des fois des amis qui n'ont aucun souvenir de leur course ou qui ont des trous noirs parce qu'ils sont trop concentrés ou parce que la douleur est trop intense. Moi, ça va, à être lucide et donc ça me permet de profiter. Alors encore une fois, voilà, y a pas, des fois c'est un peu monotone parce qu'on est dans la jungle, mais je me souviens de m'être dit plusieurs fois, mais qu'est-ce que je fais là et enfin, dans quelle galère on se met là à rentrer dans une jungle et en ressortir dans des dizaines et des dizaines de kilomètres. Comment se passe la suite de ta course? Là, au-delà du 60e, tu as fait l'essentiel du dénivelé. Je ne sais pas si on peut dire que là, la suite est roulante, mais en tout cas, elle est un peu plus. Est-ce que tu es confiante à ce moment-là sur ton objectif de podium? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ou il y a encore le gros du boulot qui reste à faire là? Donc avec Isashi, on a vraiment fait un jeu du yo-yo, c'est-à-dire que lui, il allait un tout petit peu plus vite que moi au ravito. C'est-à-dire que moi, je prenais mon temps, je remplissais bien mes flasques, je faisais attention à bien manger, etc. Et lui, une minute maximum, il repartait. Et donc à chaque fois, il partait avant moi, il gagnait 2-3 minutes, et moi j'arrivais à le rattraper à chaque ravitaillement. Et donc c'était un peu ça aussi c'était un peu la carotte. Je savais que voilà, mon objectif c'était de revenir sur lui et de pas perdre de temps. À ce moment-là, on était quatrième et cinquième, donc moi j'étais cinquième avant chaque ravitaillement. Et donc ça a duré des heures et des heures. Ensuite, au kilomètre 60, on sort de cette jungle, donc voilà, on a une longue descente et là on retrouve la civilisation entre guillemets, donc on retrouve des villages. Avant ça, on a traversé une période aussi où il faisait très chaud, donc c'était le milieu de la journée, où vraiment là, on a atteint des chaleurs de ressenti à plus de 40, où c'était vraiment très dur. Il y a eu surtout un endroit où c'était assez découvert. Il y a aussi eu un moment très drôle, particulier, kilomètre 50, avant d'arriver à un ravitaillement. On rentre dans une espèce de parc pour les touristes et ils nous font passer un tunnel pendant 1 kilomètre. Et donc on est vraiment dans une toute petite cavité là où on est obligé de se baisser et pendant 1 kilomètre, donc c'est assez long hein, quand on est baissé. Heureusement il y a de la lumière et on se dit mais la montre en plus elle capte plus le GPS, donc on se dit mais qu'est-ce qu'on fait là, etc. Et donc voilà, il y a ces endroits là un peu insolites où on a passé des heures et des heures dans la jungle, on se retrouve dans une grotte et enfin voilà, c'est assez particulier. Et donc on sort voilà, donc on sort de la jungle après toutes ces péripéties et on se retrouve sur une partie qui est beaucoup plus roulante. Les 50 derniers kilomètres, je crois qu'il y a que 1500 mètres de dénivelé, donc c'est hyper roulant. Mais par contre, moi je suis bien entamé. Alors la chaleur, l'effort forcément, l'effort, et puis toute l'énergie que j'ai donnée pendant la course. Et je me souviens être ouais, vraiment fatigué, mais voilà, toujours. En fait, le fait que le japonais soit juste devant moi, ça m'a permis de pousser un peu plus. Est-ce que tu souffres là tu as passé un peu de temps avec Isashi, donc tu nous en as parlé. Est-ce que tu souffres globalement de cette course qui est quand même globalement en solitaire parce qu'ensuite Isashi va un peu te décrocher sur la fin? Oui et non, parce qu'en fait, moi j'aime bien courir tout seul. C'est quelque chose qui me dérange pas. Et en plus, avoir cette petite bataille dans la bataille, ça m'a vraiment permis de me dépasser et de pousser, d'aller plus vite que si j'avais été en tête ou si j'avais eu des écarts vraiment trop conséquents. Et puis en plus, bah, je pense qu'on va l'évoquer après, mais du coup, j'ai eu la chance d'arriver à un ravitaillement et j'ai rencontré un concurrent. Donc c'était synonyme de... Voilà, je gagnais une place. Donc là, ouais, devant, ça craque globalement. Tu me racontes un peu ça de point de bascule. C'est vers le 90e, hein, c'est ça, si je dis pas de bêtises? 80e kilomètre ou 85, on arrive à un ravitaillement dans une petite ville
le ravitaillement est dans une école, il me semble, ou un bâtiment public. Et au moment où je rentre dans l'école, Hisashi sort et il me regarde et il me dit le Coréen est là. Le Coréen, c'était celui qui était 3e. Et donc je me dis ok, cool. S'il est là, c'est que il a perdu du temps. Et en fait, je l'ai retrouvé dans le ravitaillement. Il y avait sa copine et un médecin et il avait des ampoules sur tous les pieds. Donc je pense qu'il avait trop transpiré et donc ses pieds étaient vraiment, c'était une ampoule complète. Hein, c'était Et donc, je le regarde, je lui ai demandé si ça allait. Il m'a dit OK, que ça allait, mais bon, visiblement, ça allait pas trop. En tout cas, il avait pas ses chaussures. Donc, je me suis vite dépêché. J'ai mangé très rapidement. J'avais extrêmement faim à ce moment-là. C'était la fin de la journée. Et donc, je suis sorti du ravitaillement. Et à ce moment-là, je sais que je suis 4e avec Hisashi qui est juste devant. Donc, voilà, je commence à me dire, ça sent un peu le podium. Et donc là, on attaque une partie de route où c'est relativement roulant. Donc je sors mon téléphone et je vais sur l'application Livetrail. Et en fait, je vois que le Chinois qui se battait pour la première place avec Geddy Minas avait abandonné. Et j'ai un ami qui m'envoie un message et qui me dit t'es 3e. Et là, Podium, mec. Ouais. Et là, il y a toute l'adrénaline qui monte et l'excitation. Et je me dis, bah, c'est incroyable. Là, j'ai gagné 2 places en l'espace de 10 minutes. Et en plus, à ce moment-là, il y a le caméraman du live qui arrive. Donc je me dis, bon, c'est sûr, je suis sur le podium là parce qu'il est venu me filmer. Donc là, il commence à me filmer. Je commence à discuter avec lui parce que je le connaissais un petit peu. Et donc là, je me dis, bah voilà, je suis 3e. Les deux derrière, c'est bon, ils sont pratiquement KO. Donc il y a peut-être moyen d'aller chercher une 2e place. Et donc c'est là où le match avec Hisashi a recommencé. Bon, malheureusement, il s'est pas très bien terminé. Est-ce que tu peux nous raconter, la Valentin, donc la fin de ta course? Malheureusement, je me suis perdu. Donc pareil, j'étais vraiment, je pense que c'est l'excitation. Donc là, je commençais à redoubler les coureurs du 100 miles. Donc j'essaie d'avoir des infos. Il commençait à faire nuit. Je leur demandais s'ils savaient à quelle distance était le deuxième. Donc les gens, alors des fois c'était 500 mètres, des fois c'était 5 km. Alors c'était difficile à savoir. Et puis à un moment donné, je me suis perdu. C'était pas très bien balisé. J'ai pris une épingle et puis je suis revenu sur mes pas, etc. Donc j'ai bien perdu 5-10 minutes. Donc et puis j'ai aussi laissé des forces dans cette erreur. Malgré ça, j'ai quand même bien poussé. À chaque fois que je voyais une frontale au loin, j'entendais des bâtons, je me disais que c'était peut-être lui. Et puis arrivé au dernier ravitaillement, donc qui était à 10 km de la fin. Donc là, j'allais avoir les infos. J'ai demandé à quelle distance était le deuxième. Et là, on m'a dit 10 minutes. Et donc, bon, globalement, ça voulait dire qu'il avançait aussi vite que moi. Donc, c'était quasiment mort. Et là, j'ai accusé un peu le coup. T'as peur que ça revienne derrière aussi? Non, alors derrière, c'était des heures. Il y avait beaucoup d'écart. Et donc là, j'ai quand même bien accéléré. Alors j'avais l'impression d'être à 4 kilos, mais en fait, j'étais, je pense, plus à 6 ou 7. Et puis j'ai tout donné pour ne rien regretter. Et puis en fait, finalement, je suis arrivé dans la magnifique ville de béton 25 minutes après Hisashi. En plus, ils nous font faire dans les derniers kilomètres, comme si c'était pas suffisant, ils nous font faire le tour de la ville. Je pense qu'on fait bien 2 ou 3 kilomètres. On passe même devant l'avenue où il y a l'arrivée, parce que l'arrivée elle est super sympa. Ça fait un mini place du Triangle de l'Amitié avec plein de spectateurs. Hein. Il y avait vraiment beaucoup de monde et c'était particulier parce qu'en Asie, souvent les locaux ils s'en fichent un peu des courses, ils vont pas voir l'arrivée ou quoi que ce soit. C'est vraiment très entre nous, quoi. Et là, en fait, c'était une des rares fois où je voyais vraiment les gens étaient assis sur le bord de la route à regarder les coureurs passer. Bon, voilà, à ce moment-là, on avait juste envie d'arriver, mais par contre, c'était super sympa. Tu arrives donc après 15h33 à la 3e place. Ton sentiment là qui prime, tu as tout de suite la tête à la CCC et à ce ticket que tu viens de décrocher? Ouais, alors la CCC, forcément, c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est un peu le petit bonus, mais super content de faire un podium sur une course UTMB. Alors, c'est pas le Val d'Aran ou c'est pas Nice by UTMB ou je sais pas ou le Lavaredo, mais voilà, c'est toujours très sympa. Moi, à mon niveau, je suis pas un coureur élite ou quoi que ce soit, et donc de pouvoir faire un podium sur une course UTMB, c'est toujours super sympa. Et en plus, devant, c'est quand même Geddy Minas, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est quelqu'un qui m'a aussi fait rêver en 2016 quand il a fini 2e derrière Ludo Pomeré. Hisashi, c'est un des meilleurs coureurs asiatiques et donc de pouvoir se frotter, même si je suis un peu derrière, ça fait toujours très plaisir. On va citer aussi la 4e place au scratch, qui est la première féminine, la népalaise Anita Rai, qui a mis 17h29 Exactement. Pour boucler la course. Donc bravo à elle, une très belle performance. Qu'est-ce que tu as le sentiment d'avoir réussi sur la course?
Le fait de ne pas avoir lâché, même si le début de course était vraiment pas facile, encore une fois, ça confirme le fait que sur un ultra, rien n'est joué, et on peut être au plus bas et en fait le corps peut se réveiller et retrouver de l'énergie. Et ça, c'est ce qui est incroyable. Et ça n'arriverait peut-être pas sur un marathon sur route ou sur un semi-marathon parce qu'on n'a pas le temps de renaître, on va dire. Et donc ça, c'est vraiment un des grands enseignements. Et maintenant, sur toutes mes courses, les courses qui se sont enchaînées après, je me suis toujours rappelé ce moment où, même si on n'est pas bien, ça peut revenir. Le fameux ça va revenir, moi j'y pense tout le temps. Exactement. Et je me À souviens mon de très prendre... humble niveau. Ouais, l'inverse est vrai aussi. Hein. Souvent, on dit que Ça va partir. si tout va bien, c'est que ça va mal se terminer. Mais voilà, ça c'est vraiment le grand enseignement. Et puis encore une fois, voilà, le podium, c'est vraiment super pour conclure une belle course. Est-ce qu'il y a des choses que tu changerais ou que tu optimiserais? Le sommeil avant la course, peut-être plus me reposer, plus éviter de toutes les sollicitations qu'il y a eu avant la course. Le fait d'être voilà, dès qu'on nous propose quelque chose, j'y allais parce que j'étais super content d'être invité, etc. Et donc ça c'est pareil avec l'expérience. Normalement, on doit pouvoir faire abstraction de toutes les sollicitations et puis se concentrer aussi sur la course parce que c'est ça aussi l'important. S'il y en avait qu'une, quelle est l'image que tu retiendrais de cette Amazon Jungle? Ben moi vraiment j'ai cette image de gouffre de végétation, là, ce tunnel de végétation. Et c'est vrai que ça, c'est ça. Alors, ça fait pas, c'est pas vendeur, mais moi, j'adore, en fait, me dire que, voilà, on est rentré dans un monstre, là, de jungle interminable. Et ça, c'est vraiment l'image que j'ai. Et la ligne d'arrivée, les derniers 100 mètres, là, où ils avaient fait une belle ligne d'arrivée, ça, c'était chouette aussi. Comment elle s'est passée ensuite ta CCC? Je sais mon idée de la réponse, mais voilà, ça a été à la hauteur de tes attentes, enfin un petit saut dans le temps. Parce que tu avais été quand même pas tiré au sort pendant 4 ans, il y avait quand même une histoire avec la CCC. Ouais, j'avais une histoire d'amour qui se passait pas très bien avec la CCC où j'avais tenté le tirage au sort l'ancien système pendant plusieurs années et puis à chaque fois j'étais refusé, recalé. C'est super bien passé, j'ai terminé 32e en 12h35 il me semble et mon objectif c'est de faire 12h30 et donc voilà, j'ai fait une course parfaite, j'ai super bien géré mon alimentation, mon effort, en plus j'ai pu partager presque 50 km avec la fameuse vietnamienne Hao qui finit 4e et je l'ai emmenée presque sur le podium. On a échoué à 23 secondes parce qu'elle finit au sprint avec l'anglaise qui finit 3e. Donc c'était une super expérience. Vraiment, la CCC, c'était une de mes courses les mieux gérées en termes d'effort et tous les paramètres qu'il y avait autour, la nutrition, l'alimentation, etc. De quoi est fait ton agenda là pour 2024, si on se projette un peu? C'est quoi les grands rendez-vous sportifs dans un premier temps? Alors en 2024, j'ai fait le choix où c'était aussi parce que je me suis pas trop bougé pour m'inscrire sur toutes les courses. J'ai choisi deux gros objectifs. Donc voilà, mon gros objectif c'est l'UTMB. J'ai eu la chance en fait avec ce dossard, j'ai eu la chance d'avoir 2 tickets pour 2 années consécutives. Donc j'ai pu transférer sur l'UTMB. Donc cette année je vais faire la grande sœur de la CCC pour la première fois. Donc ça va être vraiment mon gros objectif. Et puis avant ça, c'est ma course de cœur, ça s'appelle la Barjo, c'est une course qui se passe chez moi en Normandie, dans la Hague. Donc moi je fais le format 50 km, c'est la deuxième année, enfin j'ai gagné 2 années consécutives. Donc là ça va être la troisième année et j'espère faire le triplé, c'est mon objectif. Donc c'est une course très roulante qui se court en 4 heures et c'est un effort que je déteste parce que c'est hyper dur, on est à bloc tout le temps, on respire pas. Mais voilà, le parcours est incroyable. On longe la côte du Nord-Cotentin. Enfin, c'est magnifique. Et l'ambiance est incroyable aussi. C'est digne du Tour de France. Il y a du monde partout. Enfin, vraiment, c'est notre petite UTMB à nous. Ça donne envie. Valentin, on en a parlé tout à l'heure, tu as une actualité avec Perrine et Sanguet. Est-ce que tu peux juste nous redire, là c'est un peu l'instant autopromo, là, le film, il a pas mal tourné en festival de Perrine. Il va être bientôt disponible, je crois. Là, tu peux guider éventuellement tous nos éditeurs sur la façon dont ils pourraient aller voir Contre la montre, donc ce film que tu as réalisé autour du Tour des glaciers de Perrine-Fage, et puis nous redire là sur Sanguet à quel horizon il faut qu'il commence à surveiller un peu ton compte Instagram pour savoir quand tout ça va voir le jour et de quelle façon.
Ouais, alors du coup, le film sur Perrine qui s'appelle Contre la montre, qu'il a été diffusé à l'occasion du Trail fait son cinéma. Donc... Diffusé et primé. Et primé, ouais. Et primé, prix du public. Donc il a été plébiscité. On a bénéficié de la grosse communauté de Perrine pour ce prix. Donc c'est super, super content pour mon premier vrai documentaire. Et donc là, le festival est terminé. Et donc il va sortir sur Uptrack le 8 avril. Uptrack, donc c'est une plateforme, je vais mal le dire, mais c'est le Netflix du trail et de l'outdoor, globalement, avec des films thématisés autour de ces, de ces activités-là. Exactement, c'est une plateforme de streaming vidéo, aventure, trail, mais pas que. Et donc voilà, dans un premier temps, il sera sur Uptrack, et ensuite, peut-être que sur la deuxième partie de l'année, on le mettra sur d'autres plateformes, mais ça, on décidera plus tard. Donc voilà, si les gens veulent le voir et que ceux qui ne l'ont pas vu au festival, ils peuvent le voir dans 2 semaines sur Uptrack. Et puis après, donc le documentaire sur Sangué qui est tout frais, là, il vient juste d'être terminé. Donc là, on ne sait pas encore comment la diffusion va se passer. On voudrait faire une séance au cinéma à Besançon, parce que Sangué, il habite à Besançon, et donc on voudrait faire une avant-première à Besançon. Ça, ce sera certainement début juin. Et puis une chez moi aussi à Cherbourg. On est en train de discuter là avec les salles de ciné pour faire une séance à Cherbourg, pareil, autour de la mi-juin. Et après, ou dans le même temps, je sais pas si soit ce sera sur Uptrack. Ça, c'est encore à négocier avec le commanditaire qui est le sponsor principal de Sangué, qui s'appelle Kayla. C'est une marque chinoise d'outdoor qui va être aussi mon nouveau partenaire cette année. Et donc, soit ce sera sur Uptrack, soit ce sera sur d'autres plateformes. Mais en tout cas, voilà, sur mon compte Insta, je communiquerai là-dessus. Affaire à suivre. Ton compte Insta, c'est Val_Orange, c'est ça? Quelque chose du genre? Exactement. Ouais. Valentin, c'est la dernière question de cet épisode. C'est un classique, c'est le motto de la fin. Est-ce que tu as une devise qui t'est particulièrement chère et que tu voudrais partager avec nous? Alors, c'est pas une devise. C'est juste faire confiance à son instinct, à son intuition. C'est quelque chose qui m'a beaucoup guidé dans la vie. Je me suis toujours dit, voilà, si la petite voix intérieure me dit de faire ça, je la suis. Écoute-la. Je l'écoute. Et en fait, je suis quelqu'un de très optimiste, et je fais vraiment confiance à cette petite voix dans la tête qui me dit fais ça prends cette décision plutôt qu'une autre. Elle m'a plutôt réussi, que ce soit dans mes choix pro, sportifs ou perso. Donc voilà. Parfait. Merci pour cet élan d'optimisme pour conclure le podcast de la meilleure des façons. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup de nous avoir fait vivre cette expérience exotique quand même. C'était très chouette de partir avec toi dans la jungle. On a eu un peu chaud aussi. On a senti la moiteur d'ici et l'humidité de cette Amazon jungle. Je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite de tes aventures sportives. Donc on l'a compris, gros rendez-vous fin août autour de l'UTMB. Et puis beaucoup de réussite aussi pour tes projets professionnels là, qui sont en lien étroit avec le trail. Donc voilà, merci aussi de sublimer notre sport comme tu peux le faire avec tes si belles images, et que ce soit en photo ou en vidéo. C'est aussi très chouette de les vivre par l'intermédiaire de ton regard en tout cas. À bientôt Valentin, merci pour ta disponibilité. Merci beaucoup Guillaume, merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.